On va maintenant prendre la direction de Genève en Suisse avec Tahar Rouchi que vous présentez il y a quelques secondes, 12e édition du FIFOG. C'est vous qui avez lancé ce festival, Tahar, dédié au cinéma du Moyen-Orient, du Maghreb et du Moyen-Orient. À l'époque, vous vous disiez qu'il fallait changer le regard sur cette région du monde, on le voit encore aujourd'hui, qui est marquée par les violences et les attentats. Mission accomplie, diriez-vous ? L'idée était de corriger des clichés, des regards faussés ou biaisés. Nous avons tout simplement constaté que tout ce qui arrive de l'Orient vient à travers les médias. Il ne s'agit pas de condamner le regard médiatique parce que les médias travaillent dans des conditions particulières. Nous avons tout simplement voulu le compléter par un regard artistique. Donc c'est une occasion pour nos spectateurs de découvrir l'Orient à travers une représentation artistique accompagnée de débats, de discussions, donc qui permettent de cerner les détails et les choses que les médias n'ont pas le temps de faire. Oui, je dirais que à voir les débuts du festival, on a commencé avec 8 courts-métrages avec 80 personnes qui ont suivi les premières projections il y a 12 ans et aujourd'hui on est à plus de 150 partenaires dont le TV5, on présente plus d'une centaine de films et 80 invités et les spectateurs sont toujours là avec nous, nous atteignons la barre des 10 000. Donc oui, je peux répondre que nous sommes satisfaits du travail que nous avons accompli et du résultat que nous avons obtenu. Alors cette année, c'est le film arménien Bravo Virtuose qui a reçu le FIFOG d'or avec un autre film iranien cette fois qui s'appelle Malaria. On parle souvent des liens historiques, Tahar Rouchi, entre la France et l'Algérie d'un côté, la Belgique et le Maroc de l'autre. On a tendance à l'oublier, mais la Suisse a elle aussi des connexions avec le Maghreb et tout le Proche-Orient. Tout à fait. Si je me centre sur l'Algérie, l'Algérie ne serait jamais indépendante sans justement l'implication de la Suisse. Tout le processus des négociations entre le FLN et le général de Gaulle se sont déroulés en Suisse. Et les diverses aussi organisations humanitaires ont été très actives en Algérie. Je cite aussi Henri Dunant qui était très impliqué en Algérie durant la colonisation. Et après, bien sûr, il y a eu aussi une immigration d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens vers la Suisse. Et je dois préciser que notre public n'est pas exclusivement maghrébin. Nous ne nous adressons pas à un public spécifique. Nous voulons justement nous adresser à un public à l'image de Genève où il y a plusieurs nationalités, où la population est à peu près à 70% composée, disons que, ont une origine étrangère. On va maintenant parler de votre film, Tahar Rouchi. Vous racontez l'histoire de Salah, descendant de Kabyles algériens réfugiés en Palestine. Après avoir fui les exactions françaises au XIXe siècle, il est contraint alors de quitter son village en 1948. Il vit aujourd'hui dans un camp de réfugiés palestiniens au Liban, celui de Bourj el-Chemali à Tyr. On regarde un extrait. نسن ولا جنيه زي يعني بكادين 58 70 لنس مسلينا قبيلة أكثر نتورة لأنه نلبى يقرنا نخلي ضرا مثورة كذ مدن يا مطوثن عمي سبناني والله تسن اللغة مسلية ما كنت مسلية نكيني يتعلم صغرنا هذه صيدة بس كانوا كلهم يحكوا كانوا كلهم يحكوا كنا على طول كان بس يقعدوا كلهم يحكوا هسه ما فيش يعني ابو هشام بيقعد اخته بتحكي اخته الثانيه بتحكي وحتى هذا ما تعلمتيش لا قول لي كلمه بالقبيلي واحده يعني لو كان اغروم اغروم امشيش اقشيش هيك بعض ما قالكش بحبك بالقبيليه لا لا قلت لها بس هي ما شفتي هو قال قلت لها حملك غير بنسى شوي سيكون سما تخبى في الماتش ما فهمتها دوكا فهمتيها دوكا خلاص حملك يعني لو كان حملك كيما طاس انا قيمه غير باقي انا ايه حملك كيما طاس لو كيما حمله راين مع 10 هذا المده كل انا شايف مع 10 بشحال
مع سيارة المدة يجي كله صار لها قريب 33 34 سنة. Voilà, assez fascinant de voir le berbère parler dans un camp de réfugiés au Liban. Taha Rouchi, on va revenir sur la langue kabyle, mais peut-être d'abord quelques mots. Comment avez-vous exhumé cette histoire? Alors c'est un coup de chance. Le kabyle en général est assez renseigné par rapport à l'histoire de l'Algérie de par du fait que justement les régimes post-indépendants ont mené une politique de négation. Mais personnellement, je n'ai jamais entendu parler de Kabyle en Palestine, même si j'ai entendu parler de Kabyle en Calédonie. Des films et des thèses ont été écrites et faits. Mais lors de mon séjour au Liban, justement, je croise une personne qui parle kabyle. Je pensais naturellement qu'il habitait en Kabylie, mais quand il m'a dit qu'il ne connaît pas l'Algérie, il n'a jamais été en Kabylie, ça m'a surpris et étonné. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai rencontré pas mal de personnes. D'ailleurs, ce film fait partie d'un film que je voudrais développer parce que les Kabyles finalement ont quitté la région, il ne reste que peu, et aussi quand j'ai appris que ces gens sont privés de leurs papiers algériens, et du coup d'abord pour des raisons émotionnelles et affectives je voulais faire le film, et puis intellectuellement je suis intrigué du fait que comment un groupe qui peut garder sa langue après un siècle et demi d'absence et en plus cerné par plusieurs langues. Votre film n'est pas sans nous fait penser en tous les cas à Tinrir, les échos du Mela, dont on avait parlé. C'était à l'époque l'histoire de Marocains de confession juive qui s'étaient retrouvés au gré de l'histoire en Israël et qui continuaient à parler le berbère marocain. Vous, dans votre film, il s'agit de langue berbère et du kabyle en l'occurrence. Comment est-ce que vous expliquez que cette langue se perpétue à des milliers et des milliers de kilomètres de Tizi Ouzou ou alors de grandes villes berbères marocaines? En effet, nous sommes face à une énigme linguistique. À la différence des personnes qui étaient dans le film L'écho d'El Mala, il y a un siècle de différence. Les Marocains qui sont partis après l'indépendance du Maroc, alors que les Kabyles que j'ai filmés sont partis un siècle plus tôt. Alors justement, mes questions étaient dirigées dans ce sens. Je voulais comprendre comment ils ont pu garder cette langue, pas seulement cette langue, mais toute une manière de penser, tout un fonctionnement démocratique. Et puis la réponse, d'ailleurs, mon personnage évoque certaines explications en disant qu'avant, dans le village, c'est-à-dire qu'avant 48, avant l'instauration de l'État sioniste, ils étaient dans un village et ils ne parlaient exclusivement qu'en kabyle. Et ils me disaient aussi que c'était une arme contre les occupants anglais, français et d'autres agresseurs qui soient détenteurs de pouvoir ou non. Donc la cohésion du groupe était assurée par cette volonté et ce désir et cet instinct de sécurité que l'être humain cherche en général. Juste en quelques mots, Taha Rouchi, est-ce que c'est un cas isolé, celui de Salah, ou est-ce qu'il y a d'autres familles qui ont vécu le même destin, le même parcours? Je dirais qu'ils sont en 48. Je parle d'un seul village, le Deshoum. Il y a d'autres villages que je n'ai pas explorés. Ouais. On me dit qu'ils étaient à peu près 6000 personnes qui ont quitté ce village Deshoum situé au nord de la Palestine suite justement à l'occupation sioniste. Restez avec nous. Et maintenant, oui. On les retrouve. Oui. Aujourd'hui, on les retrouve dans des camps au Liban, on les retrouve au Chili, en Italie, en France, voire au Danemark surtout beaucoup, et en Suède. Vous dites qu'ils ne peuvent pas avoir de passeport algérien, notamment Salah, donc kabyle de Palestine. Expliquez-nous pourquoi, quel est le problème au juste? Il ne peut pas rentrer en Algérie, ça veut dire aujourd'hui concrètement? Tout à fait, je vais me faire le porte-parole, je n'ai pas fait d'enquête journalistique, mais selon ce que j'ai compris, après l'indépendance, il y a eu un processus de recensement de ces personnes. On leur a donné des papiers, des cartes d'identité, ils sont reconnus comme algériens. Et selon ce qu'on me dit, après le lancement de l'OLP, donc l'Organisation de la Libération de la Palestine, ils se sont beaucoup impliqués et du coup, disent-ils, Abou Ammar, donc le chef avait bloqué le processus et à l'époque, c'était Boumedienne qui gouvernait l'Algérie, donc avec sa complicité. Abou Ammar et aujourd'hui,
voilà, j'ai repris le mot qu'ils utilisent tout le temps. Et aujourd'hui, ils veulent repartir, sauf que exode, guerre et départ précipité, ils ont perdu les papiers et il y a du mal justement à constituer un dossier qui leur permette de rétablir leur nationalité. Nonobstant, j'en connais quelques-uns, ils se comptent sur le bout des doigts, qui ont réussi à finaliser le processus.